Imaginez un chef de gouvernement qui ne rentre pas chez lui dans une demeure officielle, mais dans une suite d'hôtels. Un homme qui signe des décrets le jour, et la nuit, dans le silence capitone du château Laurier, répond à des inconnus en glissant parfois des billets dans l'enveloppe de sa propre poche. Un premier ministre millionnaire, sans épouse, sans enfant, et dont la première dame est sa sœur. Voici Richard Bedford Bennett, derrière l'armure d'un visage faine, un cœur rempli d'obsessions, le travail, l'argent, l'honneur. Et de rumeurs chuchotées sur ses amours. Et c'est peut-être là que commence notre histoire, dans le couloir à moquette épaisse d'un grand hôtel, là où l'odeur d'encre sèche et de cire à bois se mêle au parfum discret des visiteuses qui viennent solliciter, admirer, parfois intriguer. Il naît un dimanche d'été de 1870, au fin fond du Nouveau-Brunswick, et grandit dans un village battu par le vent sale de la baie de Fundy. Le jeune Bennett est pétri de tempêtes, austère, pugnace, d'une ambition presque fiévreuse. Après le droit à Dalhousie, il s'exile à l'ouest, à Calgary, où les fortunes se font vite et se défont plus vite encore. Là, il s'agrippe à la locomotive du progrès, cabinet d'avocats de premier plan, clients géants, spéculation avisée. Avant 40 ans, il est richissime et déjà, un célibataire très visible dans un monde où l'on attend des hommes qu'ils se marient tôt. Il sort, il, fréquenté, disent les journaux, mais ne se lie pas. Cette liberté fascine et inquiète, que cache-t-elle? Un romantisme contrarié? Un calcul? Une fidélité à une toute autre compagne, sa carrière. Le contraste devient un motif de sa vie. Bennett, l'avocat aux manchettes impeccables, se montre d'une dureté glacée au Parlement, puis d'une générosité presque embarrassante en prive. Pendant son mandat de Premier ministre, il travaille jusqu'à 15 heures par jour, s'administre lui-même les portefeuilles les plus lourds, et s'épuisait à vouloir maîtriser une crise, la Grande Dépression, que nul ne sait encore dompter. Mais chaque soir, il retourne non pas dans une résidence officielle, mais dans sa suite de l'hôtel. Il marche, seul, dans un couloir de velours, et rédigeait des réponses à des citoyens désespérés, glissant parfois des billets dans l'enveloppe pour les aider à tenir jusqu'au matin. Cette image, l'homme d'État aux doigts taches d'encre qui donne du cash, n'est pas une légende urbaine, elle est attestée par les historiens qui en dissèquent sa routine obstinée et ses habitudes d'hôtelier solitaire. Et les femmes, dans tout cela. Elles sont partout autour de lui, mais jamais installées à sa table comme épouse. Il y a d'abord cette présence lumineuse, Mildred, la sœur cadette. Brillante, vive, moderne, elle devient l'ombre portée et le visage souriant d'un frère souvent raidi par la gravite. Mildred est sa confidente, sa secrétaire politique, sa maîtresse de maison de substitution, on la voit au premier rang des cortèges. Au balcon des discours, dans les wagons de campagne électorale. Ottawa, friande de commérage, lui taille un rôle, la « First Lady » du Canada de Bennett. Et lorsque Mildred épouse en 1931 William Duncan Eridge, juriste charismatique devenu l'un des plus proches conseillers du premier ministre, la capitale frémit, on a l'impression qu'un cercle intime se refème, qu'un triangle d'influence se noue entre le chef, sa sœur, et l'étoile montante de la diplomatie canadienne. Les magazines américains s'en délectent, Time rapporte même que Bennett aurait comblé sa sœur d'un présent colossal le jour des noces. Scandale ou simple flamboyance d'un frère riche? Ottawa débat, les salons murmurent. Les archives, elles, retiennent au moins l'événement et l'aura publique qui l'entourait. Cette union n'est pas qu'une romance mondaine, elle deviendra une charnière politique. Envoyé extraordinaire à Washington, Eridge tombe sous le charme de l'audace rooseveltienne. Il rentre à Ottawa avec des idées pleines de filets de sécurité sociale, de régulation, de New Deal. Mildred, elle, porte ses conversations jusque dans le salon de l'hôtel, près des piles de courrier où son frère s'use les yeux. On imagine la scène, au milieu d'une mer de lettres, deux voix qu'elle connaît par cœur, Eridge, ardent, et Bennett, sceptique. Mais curieux, s'affrontent et s'apprivoisent. C'est par ses fils personnels, ces dialogues de fin de soirée, que l'homme réputé intransigeant glissera, tardivement, vers un Bennett, réformateur. Trop tard pour les urnes, mais assez tôt pour que l'histoire note le pli. Autour de cet axe, le frère, la sœur, l'ami devenu beau-frère, gravitent d'autres figures féminines, parfois magnétisées par la force de caractère du Premier ministre. L'une d'entre elles se distingue, Jenny Grant Hunter Eddy, veuve héritière de l'Empire des Allumettes. Bake Eddy. Entre elle et Bennett,
c'est une confiance d'affaires qui se mue en collaboration au long cours. La veuve s'appuie sur l'avocat. L'avocat finit par prendre le contrôle de l'entreprise. Les potins veulent y voir une romance secrète. La documentation sérieuse, elle, parle d'un tandem de confiance et d'intérêt bien compris. Dans le miroir des années 1910 et 1920, leur relation alimente un imaginaire, l'homme puissant et la veuve d'industrie, conversation. Feutrés dans des bureaux Lambris, mais ce que l'on peut affirmer, c'est l'influence économique gigantesque que ce lien a exercé sur l'ascension de Bennett. Le reste appartient à la zone grise des insinuations, où l'historien doit marcher à pas compte. Reste l'énigme la plus commentée, pourquoi n'a-t-il jamais épouse? On a tout dit, que le pouvoir était sa seule amante, que son tempérament entier, et parfois brutal, est effrayé, que sa piété méthodiste l'attachait à une discipline qui rendait la vie conjugale improbable. Ce que les sources permettent d'avancer sans se perdre en psychologisme, c'est qu'il a effectivement fréquenté des femmes. Il a connu l'amitié féminine, qu'il appréciait la conversation, mais que la marche triomphale vers le sommet a toujours pris le pas sur la hâte amoureuse. Et qu'au moment d'affronter la crise la plus noire de son siècle, c'est la voix de Mildred, plus que celle d'une épouse inexistante, qui résonnait dans son antichambre. La tragédie, ici, est d'un raffinement cruel. Cette sœur alliée meurt jeune, en 1938, juste après que l'édifice de pouvoir de Bennett s'effondre dans les urnes. Le vide qu'elle laisse est double, familial et politique, et, pour beaucoup, il explique la décision du vieux lion de traverser l'Atlantique pour s'établir dans une grande maison du Surrey, sa première demeure à lui, enfin, à près de 69 ans, loin des hôtels et des corridors d'Ottawa. Là, le soir, Lord Bennett, père du royaume, relit peut-être les lettres de Mildred, écoute les rumeurs s'éteindre et laisse derrière lui, petit à petit, la silhouette controversée d'un célibataire d'acier à la tête d'un pays en crise. Dans le salon Lambris d'un hôtel qui n'est pas un hôtel comme les autres, le Château Laurier, à 2 pas de la colline du Parlement. Un homme plie sur sa correspondance, signe des lettres à la chaîne, puis en glisse certaines dans une enveloppe avec, discrètement, quelques billets. La scène a tant circule qu'on l'a prise pour une fable. Elle est pourtant attestée. R. B. Bennett, Premier ministre, vivait à l'hôtel et répondait, de sa main, aux appels au secours de Canadiens brisés par la crise, y joignant parfois de l'argent comptant. Cette générosité privée, méconnue de ses adversaires, cohabitait avec l'image d'un chef austère, autocrate au cabinet et inflexible. Au Parlement, contraste saisissant qui, déjà, nourrissait les conversations d'Ottawa. La capitale observe, jauge, commente, cet homme riche, célibataire, qui ne s'installe pas à Rideau Cottage ni dans une maison familiale, mais dans une suite de 17 pièces, impose des tarifs, sermonne l'effort, puis se retire le soir derrière des portes capitonnées pour écrire encore. On raconte même qu'il a demandé à changer de chambre pour ne plus voir, par sa fenêtre, les cohortes d'hommes sans travail errant. Dans le parc, image trop forte, trop cruelle pour un esprit obsédé d'ordre et d'efficacité. À l'Assemblée, on le dit, one-man show, omniprésent sur tous les dossiers, à minuit, c'est un autre Bennett, le bienfaiteur silencieux. 2 silhouettes qui se superposent sans jamais fusionner vraiment. Et puis, il y a elle et Mildred. La sœur. Présence vive, intelligente, qui font la solennité du pouvoir comme une lame de lumière. Dans un pays habitué aux couples officiels, Ottawa découvre un arrangement inédit, la première dame de Bennett n'est pas une épouse, c'est sa cadette, qui occupe la place près du carrosse, s'assied au premier rang des meetings, transforme les dîners qu'on passe en conversations d'avenir. Les archives la montrent au cœur de la machine, complice, organisatrice, médiatrice quand la raideur de son frère menace de l'isoler. Chacun, autour, comprend qu'elle est plus qu'un visage souriant, elle est le trait d'union entre le chef et un monde qu'il préfère. Souvent dominé plutôt que séduire. En 1931, la chronique mondaine et politique se confond, Mildred épouse William Duncan Eridge, avocat élégant, plume brillante des discours de campagne, soudain propulse, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, à Washington. Un mariage, une nomination, une capitale entière qui retient son souffle, le cercle intime de Bennett devient un triangle. Eridge, à 2 rues de la Maison Blanche, tombe sous le charme des audaces rooseveltiennes, il rentre au pays avec, dans ses valises, l'odeur d'un New Deal. La nuit, dans la suite de l'hôtel, Mildred porte la conversation, Eridge argumente, Bennett résistait, questionne,
note. L'influence infiltre, patiente, capillaire. Quand, en 1935, Bennett fera volte-face à la radio en promettant un programme social, à l'américaine, beaucoup reconnaîtront l'empreinte de ce duo familial. Trop tard pour gagner, assez puissant pour marquer la mémoire. Autour d'eux, la société ottavienne s'enfiévrait. Les bals, les salons, les couloirs bruissent d'un même thème, et les femmes, en la vie de Bennett. On cite des fréquentations, le mot prudent des gazettes, on devine des attaches, on fantasme des confidences échangées dans des voitures sombres longeant le canal Rideau. Mais les biographes, eux, restent intraitables, aucun mariage, jamais, pas d'enfants, une discipline méthodiste et une ambition qui absorbe tout. Sa famille, c'est son cabinet, sa maison, une suite d'hôtels, sa confidente, sa sœur. Tout le reste relève d'une zone grise où l'historien s'avance avec des pincettes, séparant les potins de salon du plausible étayé. Et pourtant, un nom intrigue, Jenny Gralhunter, devenue Madame Bezedi, la veuve des allumettes. Dans la coulisse de la vallée de l'Outaouais, cette femme de poigne dirige un empire de pâté et de feu, et croise la route de Bennett. Dans les années où il devient l'avocat que recherchent les industriels. En Reux, il y a d'abord l'affaire, contrat, dossier, contrôle de l'entreprise après la mort d'Eddie, puis, pour les observateurs. Un halo d'ambiguïté, alliance d'intérêts, amitié forte, romance discrète. Les sources sérieuses se taisent sur le romanesque, mais confirment l'importance du lien économique, qui participe à la fortune et au réseau de Bennett. Le reste est un parfum, pas une preuve. Et c'est précisément ce parfum-là qui excite l'imagination d'Ottawa. Cette rumeur a d'autant plus d'écho que l'homme qui fascine et irrite à la fois vit en pleine vitrine. On le voit partout, sur les plateformes de wagons, en campagne, Whittle-stop, bomber le torse et promettre des emplois, à son bureau, plume en main, entoure de dossiers comme d'un rempart, sous l'objectif des photographes, regard fixe, mâchoire serrée, l'élégance. Raide d'un self-made man qui a appris à ne rien demander à personne. Ce visuel, l'icône du dirigeant solitaire, nourrit à la fois l'admiration et la suspicion, que cache un célibataire de pouvoir. Qui se repose sur sa sœur et s'entoure d'amies influentes. Question récurrente, insoluble, qui colle à sa silhouette comme une ombre. L'ombre devient parfois arme. Ses adversaires peignent Bennett en milliardaire, hors sol, reclus dans un palace pendant que les familles s'entassent dans des wagons de misère. L'attaque frappe juste, l'hôtel et la suite deviennent symboles, mais elle oublie le geste prive, les billets dans les enveloppes. Les dons massifs aux œuvres. Deux vérités contradictoires qui cohabitent chez le même homme, le luxe visible et la charité discrète, le chef inflexible et le voisin secourable. Il y a, derrière cette contradiction, une sincérité rude. Bennett croit que l'ordre, le mérite et l'argent sauvent les nations. Quand ils ne suffisent plus, il comble le trou, seul, sans le claironner. Le pays, lui, préfère les récits simples. En 1935, il sanctionne la complexité par une défaite éclatante. Mildred ne verra pas son frère se relever vraiment. Elle meurt en 1938, au terme d'une vie trop courte, emportant avec elle le meilleur canal affectif d'un homme qui en avait si peu. Erige continuera sa croisade, rooseveltienne, lançant un mouvement de « New Democracy », comme une tentative de troisième voie. Signe que les débats amorcent dans la suite de l'hôtel débordait désormais la famille. Et dans l'appartement redevenu trop vaste, on imagine Bennett, vieillissant, relisant une lettre de Mildred, reconnaissant au pli du papier à courbe d'une écriture qui avait su défaire, un soir, son scepticisme. Le cœur de notre histoire, pourtant, reste à nu, l'intime d'un chef que l'on dit, sans femme, mais entoure de femmes déterminantes. Sœurs, alliées, correspondantes, qui lui ont offert, tour à tour, un miroir, une boussole, parfois une tentation. C'est là que la tension monte encore, et si l'homme de l'hôtel avait laissé passer un amour, par calcul ou par peur? Et si sa fidélité à la 16 avait été, secrètement, une façon d'apprivoiser la solitude que la politique impose? Nous allons fouiller ces sillons, les lettres, les confidences rapportées, les silences éloquents, pour approcher, non pas le ragot, mais la vérité émotionnelle d'un destin. Car l'énigme Bennett n'est pas seulement politique, elle est amoureuse, au sens large, l'amour d'un pays, d'une sœur, d'un idéal. Et peut-être, à l'ombre, d'une femme. Ce qui rend l'histoire de Bennett irrésistible, c'est ce frottement constant entre vitrine et coulisses.
Sur la vitrine, un premier ministre endurci par la tourmente, campe dans une suite du château Laurier, à quelques pas de la colline. Du Parlement, dans la coulisse, un homme qui lit des lettres trempées de larmes et y glisse parfois quelques billets, refermant l'enveloppe comme on referme un secret. L'image paraît trop romanesque pour être vraie, et pourtant, les sources convergent. Bennett a bel et bien vécu à l'hôtel pendant tout son mandat et a répondu, de sa propre main, aux suppliques de citoyens ruinés par la dépression, avec, à l'occasion, de l'argent comptant. Ce contraste, luxe visible et charité discrète, électrisait déjà l'opinion de l'époque et continue de hanter son portrait. Imaginez la scène comme un plan séquence, la nuit s'abat sur Ottawa, la neige assourdit les sabots des fiacres sur Rideau Street. Et, derrière les fenêtres hautes d'une suite de bois sombres, une lampe découpe la silhouette d'un homme au bureau, la plume pressée entre les doigts. Il ouvre des enveloppes, « Monsieur le Premier ministre, nous sommes 6, nous n'avons plus de quoi payer le loyer. Mon mari n'a plus de sous-vêtements chauds pour l'hiver. Les enfants n'ont pas mangé de viande depuis 2 semaines. On le dit inflexible. Au Parlement, mais, là, dans le halo jaune, on voit ses mains glisser un billet, 5 $ pour l'épicerie, 10 pour un loyer. Retard et replié, presque honteux de sa tendresse. Les témoignages et capsules historiques qui compilent ces lettres montrent la fréquence de ces gestes, devenue une sorte de tradition nocturne au château. Dans cet hôtel, la vie privée prend un relief particulier. Un chef célibataire au cœur d'une capitale friande de ragots, c'est un aimant à récit. Ottawa, à l'époque, n'est pas seulement une machine administrative, c'est aussi un théâtre de couloirs, de bals, de salons. On y observe celui qui n'a pas de femme, on commente sa tenue irréprochable, ses colères emportées, sa discipline de méthodiste. Les biographies rappellent qu'il fréquentait des femmes mais ne se maria jamais. On devine des conversations prolongées dans des salons feutres, des sourires échangés dans les loges, des promenades anonymes le long du canal gelé, autant de fils sentimentaux vite rompus par la traction d'acier de sa carrière. Les chroniqueurs de l'après-guerre retiendront cette singularité, un Premier ministre millionnaire, vivant à l'hôtel, qui a fréquenté, sans jamais conclure. Au milieu de ce ballet, un visage revient sans cesse, Mildred, la sœur cadette. En public, elle est l'énergie élégante qui arrondit les angles du frère, en prive, la confidente qui transforme les colères en questions. Son mariage, en avril 1931, avec William Duncan Herridge, plume brillante et bientôt envoyé extraordinaire à Washington, change l'équilibre du cercle intime de Bennett. On assiste à une véritable hydrodynamique des idées. Herridge, en prise directe avec Roosevelt, revient au pays charge d'arguments. Pour une intervention de l'État, Mildred, passeuse d'influence, fait vibrer ses idées dans la suite du château. Bennett, d'abord sceptique, laisse entrer la lumière par failles successives. Les notices biographiques et travaux académiques situent précisément ces bascules. Nomination à Washington en 1931, puis, en 1935. Les fameuses allocutions radiophoniques où Bennett propose un « New Deal » à la canadienne, volte-face tardive, certes, mais signe d'une perméabilité intime au débat qui l'entourait. C'est aussi par Mildred que l'on comprend la part, féminine, dans la gouvernance Bennett, non pas au sens des clichés, mais comme une modalité de relation au monde, l'écoute, la médiation, le souci d'éditer humain. Les archives consacrées à Mildred Herridge insistent sur son rôle de political assistant and hostess. Elle reçoit, organise, transmet, et est ce relais affectif qui fait parfois défaut à un chef aux angles vifs. Sa mort précoce, en mai 1938, ne sera pas seulement un drame familial, mais une amputation politique. L'homme d'hôtel perd sa boussole. La plus intime, juste au moment où il s'apprête à quitter la scène canadienne pour s'exiler en Angleterre. Autre figure, souvent voilée de rumeurs, Jenny Grahl Hunter, devenue Madame B. Eddy, puis veuve, femme d'affaires de caractère dont la trajectoire croise celle de Bennett au tournant du siècle. Les biographies sérieuses reconstituent un lien d'abord professionnel, qui se transformera en confiance décisive lorsque le groupe B. Eddy passera peu à peu sous le contrôle de Bennett. Ce glissement, étalé entre 1906 et 1926, nourrit toutes les spéculations, amitié forte, attraction réciproque, alliance d'intérêt. Les travaux de référence tranchent prudemment, relations de confiance, influence économique majeure, laissant à l'imagination d'Ottawa le soin d'embellir le reste. Ce qui est sûr,
c'est l'effet de levier colossal que cette proximité a offert au futur chef de gouvernement, augmentant sa fortune et son réseau d'alliances industrielles. Et puis, il y a la galerie des silhouettes qui passe à l'arrière-plan, hôtesse de salon, journaliste, secrétaire capable de soutenir le regard du « lion » sans ciller, militante qu'il aborde à la sortie d'un meeting, fréquentation, dont les journaux murmurent les prénoms sans jamais les fixer. Ottawa est un petit monde, une rumeur traverse un pont comme le vent franchit la rivière. Or, l'homme au centre de cet SM demeure opaque. On sait qu'il a danse, dîne, rit, on sait aussi qu'il s'endormait bien plus souvent seul, face à un fauteuil vide, dans un appartement surdimensionné. Qu'y a-t-il, derrière ce choix, sinon une ascèse consentie, un pari sur l'histoire? La politique, à cette altitude, dévorer la vie privée comme un feu prend une prairie sèche. Les contemporains l'on note, non sans un mélange d'admiration et d'inquiétude. L'ambivalence du personnage s'incarne jusque dans ses journées. Au bureau, Bennett cumule portefeuille, avale les dossiers, impose une cadence qui étourdit ses ministres. La nuit, il devient elle. Amis invisibles, de familles inconnues, qui découvriront, au détour d'une enveloppe officielle, quelques billets accompagnent d'une note au stylo. Ce geste, répété des centaines de fois, n'est pas une politique, c'est une pudeur. Il croit profondément à l'effort individuel et à la responsabilité personnelle, et lorsqu'elles paraissent insuffisantes, il comble la brèche, non pas par dogme, mais par devoir humain. C'est cette tension, croire à l'initiative, agir par compassion, qui rend sa figure si difficile à enfermer dans un récit unique. Autour de lui, enfin, d'autres femmes jouent des rôles charnières, parfois passés sous le radar. Prenez, par exemple, les proches de la famille Eridge, alliés, amis, qui fréquentent les mêmes salons et deviennent des relais d'opinion. Certaines correspondances et témoignages situent ces femmes en bordure de L, orbite Bennett, infléchissant l'ambiance, pesant sur les nominations, soufflant une idée au bon moment. Cette micropolitique des salons, si souvent dédaignée par les historiographies trop hautes, est pourtant l'oxygène d'Ottawa dans les années 1930. Elle explique comment un cabinet rigide peut, sans s'en vanter, absorber des inflexions audacieuses. Vient 1935, la défaite. L'hôtel redevient un refuge, non plus un théâtre. Les journaux se souviennent du lutte, les militants, de la discipline inflexible, les familles, de l'enveloppe providentielle. Dans ce vacarme discordant, Bennett ferme les valises. Il confie la direction du parti, enterre sa sœur 3 ans plus tard, puis traverse l'Atlantique. Il a surgi un detail à la fois trivial et bouleversant. À presque 69 ans, il achète enfin une maison, Juniper, dans le Surrey. La toute première maison, à lui, après des décennies à l'hôtel. C'est comme si le célibataire de la politique s'autorisait, tard, la stabilité intime que la carrière avait toujours ajournée. En 1941, Churchill l'élevait à la pairie britannique, Viscount Bennett, reconnaissance d'un service discret dans l'effort de guerre. Mais aussi, peut-être, façon de recoudre, par un titre, une identité malmenée. Le soir, à Juniper Hill, on imagine l'ancien Premier ministre parcourant une liasse de lettres, non celle des suppliants d'Ottawa. Mais des souvenirs, un faire-part de 1931, une photographie de Mildred au bras de Eridge, un carton de balles jauni, une note sur papier à en tête du château. L'odeur du papier relaie par le bois cire de la maison. Il n'est pas question ici d'inventer des romances, seulement de mesurer, à travers les documents, combien l'intimité et la politique se sont entremêlés dans ce destin. La sœur, la veuve d'industrie, les amis du cercle Eridge, les anonymes qui lui écrivaient, toutes ces femmes, à des degrés divers, ont façonné l'homme qui décidait le jour et donnait la nuit. Et si l'on cherche la clé émotionnelle de ce parcours, on la trouve dans cette double fidélité, à un idéal d'ordonnancement du monde. Travail, mérite, discipline, et à une compassion quasi domestique, de voisins, qui envoient un billet pli plutôt qu'un décret. Les relations, avec les femmes, ainsi demandées, ne livrent pas un feuilleton de scandale, elles racontent une manière d'être. Au monde, constamment filtré par la présence de Mildred, par des alliances féminines de confiance, par une pudeur d'homme public. Que le Canada, peut-être, n'a jamais complètement su traduire. Lorsque ça tombe, en 1947, s'ouvre à Mickleham, c'est la seule d'un ancien Premier ministre canadien à ne pas se trouver au pays. Autre paradoxe ultime, comme si l'exil avait été son dernier secret. On le voit encore, dans l'imaginaire que nous tirons des archives, un homme à la fenêtre d'une suite d'hôtels,
la ville d'Ottawa figée. Sous la neige, et des lettres, des centaines, qui s'empilent au bord du bureau. Le cliché semble trop parfait, mais il est solidement étayé. R. B. Bennett vivait bel et bien au château Laurier pendant son mandat, dans une suite vaste comme un appartement d'apparat. Et il répondait de sa main à des inconnus qui lui écrivaient leur détresse. À l'occasion, il glissait de l'argent comptant dans l'enveloppe. Cette scène n'est pas qu'une jolie parabole morale, on en retrouve la trace dans des dossiers pédagogiques qui reproduisent des lettres. Et des réponses, dans des synthèses biographiques, jusque dans des capsules muséales qui insistent sur cette générosité privée. Geste intime d'un chef réputé inflexible. Ce n'était ni une politique publique ni un coup de communication, c'était sa façon, presque domestique, de faire tenir le monde quand l'édifice craquait. Mais un récit qui ne retiendrait que la bonte secrète manquerait sa cible. Car l'aimant de notre histoire, c'est cette tension amoureuse au sens large, comment un homme qui n'eut ni épouse ni enfant sait. Il trouve, en permanence, entouré et façonné par des femmes, une sœur, d'abord, une veuve d'industrie au tempérament d'acier. Des amis, des alliés, des correspondantes, et, à la périphérie, ce cœur de Canadienne qui lui écrivait la nuit. La réponse n'est pas un feuilleton de scandale, les sources sérieuses ne livrent ni maîtresse avérée ni intrigue consommée. Mais une géographie affective où les choix politiques rencontrent des fidélités intimes. Ainsi Mildred, plus qu'un visage souriant, elle fut l'organe sensible d'un chef aux angles vifs, sa médiatrice, sa boussole, celle qui, par sa simple présence et par son mariage, introduisit, au cœur du cercle Bennett, un courant d'air neuf venu de Washington. Revenons à cette union qui fit jaser Ottawa. Avril 1931, Chalmers United Church, la capitale qui s'habille de mondanité et de politique. Mildred Bennett épouse William Duncan Eridge, ancienne plume de campagne de son frère et bientôt, envoyé extraordinaire, à Washington. On a tout dit sur ce triangulaire délicat, la sœur comme première dame, le beau-frère comme canal d'idées, le premier ministre comme arbitre ombrageux. Les faits, eux, sont simples et têtus. Eridge séjournait 4 ans au plus près de Roosevelt. Il rentre fasciné par l'audace du New Deal, il plaide, il insiste, il écrit, et, en janvier 1935, Bennett retourne le jeu par une série d'allocutions radiophoniques. Où il promet, à la Canadienne, un « New Deal » d'assurance chômage, de salaire minimum, de réglementation du travail. Ce n'est pas une conversion mystique mais une mue sous pression, une infection nid de débats familiaux répétés, dont l'onde sismique traversa la suite du château jusque dans le pays. Que promettait-il exactement au micro? Du concret, et pour l'oreille de 1935, du spectaculaire, un impôt plus progressif, des minima sociaux, une charte des droits économiques. La fin du laisser-faire, classique. La presse parle de volte-face, ses adversaires crient au maquillage électoral, ses soutiens voient, enfin, l'aveu que la main invisible ne suffira pas. Entre les lignes, on entend toutefois la grammaire familiale, Eridge au texte, Mildred au liant, Bennett au timbre. Les études et anthologies de discours l'ont bien note, ces adresses, écrites à chaud, restaient un mélange de convictions tardives et de calculs lucides, comme si Bennett avait compris que, dans une crise d'une telle profondeur, l'orthodoxie devenait une insuffisance morale. Le pays lui pardonnera mal de l'avoir compris si tard, mais l'histoire retiendra qu'il l'a tout de même compris. Lorsque la défaite s'abat en 1935, c'est davantage qu'un revers, c'est l'effondrement d'un style. L'hôtel redevient un refuge silencieux, les couloirs cessent d'être un théâtre. Et dans ce silence reviennent les rumeurs d'Ottawa, et les femmes, alors? On cite des fréquentations, des dîners, des sourires dans des loges, on fantasme des secrets soigneux en garde. Pourtant, au tamis des archives, une figure s'impose et dément la logique du roman feuilleton, Jenny Grahunter, devenue Madame E. Bake et dit. Là, l'intrigue n'est pas sentimentale, elle est économique et confiante, veuve d'un empire d'allumettes et de pâtés, Jenny cherche. Après 1906, un allié pour garder l'entreprise intacte, Bennett, avocat méthodiste à la loyauté carrée, devient l'auxiliaire. Puis l'évident successeur stratégique. Entre 1906 et 1926, il prend progressivement le contrôle de la société. Les biographies sérieuses parlent de « vieille amitié », de « confiance », de « réseau », rien de croustillant, et c'est précisément ce « rien » qui, à Ottawa, éveilla la rumeur. Mais les historiens ont appris à distinguer parfum et preuve. Ici, nous n'avons que le sillage d'une alliance essentielle pour la fortune et l'emprise de Bennett.
Ce qui est sûr, c'est que ces liens féminins, Mildred et Jenny au premier rang, mais aussi des alliés plus discrètes, on dessine. Autour de Bennett une sphère de relations où l'affect et l'intérêt se confondent. Dans les dîners, Mildred arrondit, rassure, oriente, dans les bureaux, Jenny durcit, finance, ouvre des portes, dans les lettres. Des Canadiennes anonymes implorent, remercient, décrivent le froid, la faim, la honte d'écrire à un inconnu. Cette polyphonie, c'est la bande-son du pouvoir Bennett, un homme, une sœur, une veuve d'industrie, et un pays de femmes aux prises. Avec la dépression qui ose s'adresser, directement, au sommet. Que répondit-il? Parfois un décret, souvent une enveloppe. Entre le geste politique et le billet pli, l'homme a constamment oscillé. Puis vient la cassure intime, décembre 1938 moins 7 mois, Mildred meurt au printemps de cette année-là. Le Canada retient surtout la chronologie partisane, sa succession à la tête des conservateurs, son départ pour l'Angleterre, mais pour l'histoire secrète, c'est une amputation. Le célibataire le plus célèbre du pays perd la personne qui jouait, depuis toujours, le rôle d'épouse sans statut, la gardienne des nuances, la médiatrice, la confidente. Si Bennett n'a jamais épouse, c'est aussi parce qu'il avait, de fait, bâti un foyer à deux, fraternel, pudique, politique, qui tenait lieu d'ancrage. Et quand cet ancrage disparaît, il traverse l'Atlantique et s'achète, à presque 69 ans, sa première maison. Se dit-il, que les notices rapportent avec une insistance discrète, à la simplicité d'une révélation, après des décennies de corridors. D'hôtel, l'homme s'offre enfin une adresse fixe et Juniper, dans le Surrey, et avec elle, l'illusion tardive d'un repos. C'est en Angleterre, ironie finale, que le Canada lui rend un hommage singulier. Winston Churchill appuie son élévation à Perry. Bennett devient Viscount Bennett of Mickleham. Aucun autre ancien Premier ministre canadien n'a reçu cet honneur. Il siège à la Chambre des Lords, travaille sans salaire au ministère de la production aéronautique de son ami d'enfance, Lord Beaverbrook. Et termine sa vie non pas à Ottawa, mais dans ce coin vallonne du Surrey où la craie affleure sous l'herbe. Il y meurt, en 1947, d'une crise cardiaque, et y est enterré, le seul ancien Premier ministre canadien à reposer hors du pays. Paradoxe en forme d'épitaphe, l'homme que l'on accusait d'être hors sol, finit littéralement hors du sol national. Les registres officiels, les plaques commémoratives et les guides patrimoniaux en portent la mention. Faut-il, alors, parler des intrigues? Oui, mais au sens fort, des intrigues de salon, ces capillarites invisibles qui, à Ottawa dans les années 1930, faisaient basculer les humeurs d'un cabinet. La plus durable de ces intrigues est précisément familiale, la translation des idées rooseveltiennes par Eridge et Mildred, ce double chuchotement qui, à force d'insistance, fit dériver Bennett. Ce n'est pas un roman d'adultère, c'est une dramaturgie plus subtile, où la politique traverse la peau de la famille et inversement. Eridge, frustre de n'avoir pas convaincu assez tôt, par Fondessa, New Democracy, en 1939, tentative de troisième voie, coalition. Bancale avec des sociocréditistes, l'expérience échouée aux urnes, mais elle consigne l'héritage de ces nuits de Washington transvasées au Château Laurier. Même la chronique mondaine, les annonces d'engagement officiels, les cérémonies qui mettent Ottawa en habit, participent à cet entrelacement. Reste la question que tout le monde se pose, et que l'on ne résout jamais complètement, pourquoi n'a-t-il pas épouse? Les hypothèses abondent ascèse méthodiste, orgueil, peur de l'abandon, calcul politique, fidélité absolue à une carrière qui exigeait chaque parcelle de ses nerfs. À vrai dire, la seule réponse honnête tient dans la constance des faits. Bennett fréquentait des femmes. Les biographies le mentionnent sans sensationnalisme. Il éprouvait une estime évidente pour l'intelligence et l'énergie féminine. Il aimait la conversation. Mais, face à l'engagement, la machine politique emportait tout. Et c'est peut-être cela qui explique sa générosité nocturne. N'ayant pas de famille à nourrir, il payait, littéralement, la dette d'un pays à bout de souffle. Les archives montrent des remerciements d'enfants, de mères, d'ouvriers, des mots simples qui traversent les décennies avec la force d'un regard direct. L'homme des tarifs et des décrets savait, aussi, être l'homme du billet de 5 $. Dans un travelling final, la caméra quitterait Ottawa et filerait jusqu'au Surrey. On y verrait, par un matin de juin, la lumière glisser sur la façade de Juniper, à l'intérieur, des piles de papier, quelques portraits, Mildred souriante au bras d'Eridge, un Beaverbrook goguenard,
une vue lointaine du château Laurier, et, sur un guéridon, une enveloppe ouverte. On aimerait imaginer une lettre d'antan, un « Merci, Monsieur Bennett, pour le wagon rouge », mais il n'est pas besoin d'inventer. Les documents suffisent, les transcriptions d'allocutions de 1935, les biographies ou le detail de l'hôtel revient avec insistance. Les pages consacrées à Jenny Graham Hunter et à l'Empire B. Geddy, les notices sur Mildred, l'acte de décès à Mickleham et la plaque de St. Michael's Church. Tout se tient, l'armure et la pudeur, l'argent et la compassion, l'orthodoxie et l'infection, la solitude choisie et les présences féminines qui font contrepoids. Elle, Énigme Bennett, n'est pas un mystère noir, c'est un clair-obscur. Et c'est pour cela qu'elle nous attire tant, parce qu'au milieu des slogans et des caricatures, on y aperçoit un être humain aux contradictions nettes, qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, et qui, la nuit, dans une suite d'hôtels, lise parfois un billet dans une enveloppe, pour aider un inconnu à passer l'hiver. Si l'on devait retenir une image pour vos spectateurs, ce serait celle-ci, non pas un Don Juan dissimule dans les drames d'alcôve, mais un célibataire de fer entoure de femmes décisives, sa sœur, une veuve d'industrie, des amis lucides, des citoyennes obstinées, qui ont fait de lui un homme d'État à la fois rigide et poreux, capable de se dédire quand le réel Y forcera. C'est cette vie amoureuse, au sens large, amour de la sœur, de l'amitié, de l'idée qu'un pays se relève par l'effort et, si besoin, par la main tendue, qui donne sa cohérence émotionnelle à l'épopée Bennett. Un récit de passion froide et de gestes chauds, de salons et d'enveloppes, de promesses radiophoniques et de silence élégant. Et, au bout, une tombe anglaise qui rappelle au Canada que certains de ses destins les plus intenses se sont écrits, aussi, à l'étranger.